Qui suis-je? Une grande question. Amoureux des abeilles avant tout. Voilà, donc la passion m'est née il y a quelques années, parce que j'étais animateur en ferme pédagogique. Et de là, je me suis penché un peu sur la vie de l'abeille et c'est tellement extraordinaire que je me suis vraiment pris de passion pour ça. Mon entrée elle est plus pédagogique sur le lien de l'homme, de l'homme à la nature, quoi. Et pour moi, c'est vraiment une approche extraordinaire pour se reconnecter avec le vivant. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'automne, journée technique sur l'apiculture bio. L'objectif de cette journée, c'est bien de créer déjà un lieu d'échange entre les apiculteurs bio qui pratiquent, les porteurs de projets et également les petits producteurs qui sont intéressés par le bio et qui souhaiteraient développer leur cheptel et rentrer dans une conversion bio. L'agriculture biologique est organisée au sein d'un réseau, c'est le réseau FNAB, donc Fédération nationale de l'agriculture biologique. Dans ce réseau, jusqu'à présent, n'existait pas vraiment de groupe ou de commission qui traitait spécifiquement la filière apiculture, la filière miel. Donc, depuis maintenant à peu près un peu plus d'un an, s'est créée cette commission, ce groupe. Le rôle de cette commission, c'est déjà de faire une veille réglementaire et profiter de cette force au niveau national pour pouvoir après se mettre autour de la table et discuter avec les différentes instances qui décident ces règlements bio. Également, la coordination d'une enquête sur la production et sur les prix. Un travail a été aussi réalisé pour essayer de rapprocher les différents acteurs de l'apiculture en général, et notamment des instituts techniques comme l'ITSAP, qui est un institut technique de l'abeille, l'ITAB, qui est l'Institut technique de l'agriculture biologique, et également des réseaux d'ADA, donc ADA France, et puis les différentes ADA régionales. Et puis l'animation d'un intranet, donc c'est un réseau où on peut aller chercher ou déposer des données sur l'apiculture bio, et pour partager au niveau national, qui est vraiment un échange. C'est pour ça que je suis devenu apiculteur, que j'ai voulu être certifié en apiculture biologique. C'est aussi par cohérence par rapport justement à ce que nous, on aimerait voir se développer au niveau de l'agriculture qui nous entoure. On parle beaucoup d'abeilles, sentinelles de l'environnement. C'est vrai que l'abeille est très sensible aux pratiques agricoles qui sont ce qu'elles sont. On ne devient pas apiculteur bio pour gagner beaucoup plus d'argent, comme on l'entend souvent, par opportunisme économique. Malheureusement, aujourd'hui, justement, la différence de prix entre les produits apicoles conventionnels et les produits apicoles biologiques, elle est ridicule. Dans le meilleur des cas, elle est de l'ordre de 15%. Donc quand on voit le travail, surtout l'énergie et le temps qu'il faut passer sur nos ruches par rapport à une pratique conventionnelle, économiquement, c'est pas intéressant. On le fait vraiment par motivation éthique. On a près de 100 000 ruches certifiées en bio en France, pour 579 apiculteurs. Donc une moyenne de 172 ruches par apiculteur. La part des ruches bio en France est de 11,8%. C'est une part importante, comparativement à d'autres filières bio. Donc 10% de la production française de miel est bio, soit entre 1200 et 1500 tonnes sur les références 2014. Et donc 17,3% des ruches bio sont situées en Rhône-Alpes, ce qui fait de Rhône-Alpes la première région apicole bio de France. Aujourd'hui, le schéma pour quelqu'un qui démarre en apiculture, c'est j'ai un emploi, je baisse un petit peu, je prends quelques ruches, je démarre. Ce schéma-là est relativement fonctionnel, il n'a pas de défaut majeur, mais se pose quand même la question de est-ce qu'on n'aurait pas des outils plus intéressants, plus pertinents, plus dynamiques pour accompagner l'installation progressive en apiculture. Du coup, on s'est interrogé sur un dispositif qui est relativement nouveau, qu'on appelle les espaces tests agricoles. C'est un dispositif qui correspond en fait à un temps de maturation qu'on va situer entre la formation et l'installation. Donc ce n'est pas un temps de formation, c'est un moment où les gens doivent déjà avoir une technicité minimale sur l'activité. On va tester l'activité en conditions réelles,
en responsabilité, mais sur une échelle réduite. Donc là, on est tout à fait dans notre projet d'installation progressive en apiculture, puisqu'on va parler de, en général, 50% de l'activité finale. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à un statut adapté. Ce statut, ça s'appelle le contrat CAP, contrat d'accès au projet d'entreprise. Comment ça marche le test? On va avoir des grands principes. C'est qu'on va mettre à disposition un outil de travail, foncier, bâtiment, cheptel. On va apporter un accompagnement technique, juridique et social. Et du coup, ça peut se faire effectivement sur un lieu fixe, ça peut se faire sur un lieu mis à disposition temporairement, et ça peut se faire sur le futur lieu d'installation. Et là, le test joue tout son rôle, puisque du coup, la personne est vraiment en situation réelle et développe déjà son propre marché au moment de s'installer. Et aussi parce que c'est une abeille qui nous plaît. Sa douceur, sa production, son caractère à pas trop vouloir essaimer aussi. Et elle amasse à l'automne. Donc je dirais que dans l'idéal, c'est pas l'abeille idéale. Il vaudrait mieux aller sur une abeille noire qui est beaucoup plus autonome ou une carnica. La carnica qui hiverne avec moins d'abeilles, qui consomme moins, etc. Mais on produirait moins de miel. La maîtrise de l'essaimage serait plus compliquée. Donc on est confronté au problème qu'on veut être en bio par conviction, pas pour gagner plus d'argent, parce que ça coûte plus d'argent d'être en bio. Voilà, je dirais qu'on est un peu confronté à produire un minimum de miel malgré tout, quoi. Donc l'abeille Buckfast, voilà, mais j'ai commencé avec l'abeille noire. J'ai essayé, j'étais convaincu que l'abeille noire serait l'idéal, mais j'ai pas réussi, quoi. Après j'ai essayé la carnica, mais j'ai eu des mauvaises souches, donc heureusement j'en ai pas introduit trop, parce que sinon il faut des bonnes échelles. Ça essaime, et donc j'ai abandonné l'abeille carnica, quoi. Et je suis resté à la Buckfast comme la plupart des collègues. Et l'abeille Buckfast, elle est adaptée à notre climat, quoi. Donc c'est une abeille qui est adaptée, quoi. Je suis apiculteur depuis plus de 40 ans et j'ai mis un temps assez long pour comprendre où était le secret de l'apiculture. Et enfin, au bout de 40 ans, j'ai compris qu'il fallait absolument que je maîtrise l'élevage de rennes. J'avais tout le matériel qu'il fallait, les apidéas, les mini-plus, les ruchettes 3 quarts. Et jamais j'arrivais à mettre ça en œuvre parce que toujours il y avait autre chose. J'avais pas le temps, c'était pas le moment, il faisait froid, il pleuvait. Et puis un jour, je me suis dit quand même, ça suffit. Si tu veux pas continuer à végéter, il faut que tu saches maîtriser l'élevage de rennes. Donc j'ai décidé, vraiment en me faisant violence et vraiment en me remettant en cause, de choisir la méthode de transfert de larves par piquis. Et avec beaucoup de peine, avec beaucoup de volonté, je suis quand même arrivé au bout de plus de 20 jours à avoir mes jeunes rennes. Et c'est là que j'ai pu faire mes nucléis correctement avec mes jeunes rennes. Et du fait que j'avais des jeunes rennes, j'étais tranquille tout le reste de l'année. Et le secret de l'apiculture, ben c'est ça, il faut absolument maîtriser ses rennes, en propre production bien sûr. Il y a un seul cahier des charges. Il y a un seul cahier des charges, oui, mais il y a des lectures qui peuvent être différentes. Il y a des lectures qui peuvent... Voilà, ça dépend aussi du contrôleur. Ouais. Je pense par exemple à un produit qui est utilisé aujourd'hui pour baisser la pression varroa, qui serait interdit parce qu'il y a de l'acide citrique dedans et de la propolis qui n'est pas en bio. Chez certains ça passe, chez d'autres ça passe pas. Par les mêmes contrôleurs, par le même organisme de certification. Donc ils auraient besoin d'harmoniser un peu les choses. Ouais. L'environnement des ruchers doit être principalement donc, naturel ou d'agriculture biologique. Donc, tu regardes comment? Tu regardes sur un plan, sur la voiture, exactement. Après, c'est ce que fait le certificateur, hein, le contrôleur. Il vient et puis il regarde ce qu'il y a autour. Hein. Les alentours. Voilà, ouais. Et les certificateurs, ils viennent pas chaque année, j'imagine. Ah si. Si. Ah si, ils viennent tous les ans. Systématiquement. Ah ouais. D'accord. Ouais, à minima, il y a un contrôle. Il peut y en avoir deux même. Ouais. Il y a un contrôle obligatoire et il peut y avoir des contrôles dits aléatoires. Le contrôle, ça se passe surtout dans l'environnement ou c'est aussi dans la miellerie? C'est dans le bureau. Dans le bureau. C'est dans le bureau. C'est les factures, c'est la traçabilité, c'est tout ça. Alors par contre,
Si on a une demande spécifique, par exemple, on voit parfois dans le commerce du miel de tournesol biologique. Alors moi, ça m'interpelle, j'ai du miel de tournesol biologique. Alors effectivement, il y a quelques agriculteurs, et moi j'en connais chez qui j'ai des ruches dans la région, qui font du tournesol bio. Donc j'ai voulu une fois essayer de faire certifier mon miel de tournesol, et à ce moment-là, le contrôleur est venu sur le terrain, il a vu là où il y avait les ruches, et on s'est aperçu en faisant effectivement un rayon de 3 km autour, il y avait effectivement les pièces de tournesol bio là, mais dans un rayon de 3 km, il y en avait X en conventionnel. Donc on n'a pas pu faire certifier ce miel biologique. Moi je suis en zone de polyculture élevage, donc c'est pas toujours évident de trouver des zones je dirais adaptées à l'apiculture bio. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les bases de données informatiques, notamment Géoportail, où on peut quand même avoir notamment toutes les données sur les cultures, les données PAC, donc ça aide bien. Bon, j'ai aussi pas mal travaillé avec les bases de données sur les forêts de l'ONF, donc ça permet quand même de bien débroussailler le terrain. Même en zone hors zone de montagne où là il n'y a aucun problème, sur des zones un peu limites, on arrive à définir des secteurs avec ces outils-là de façon assez efficace. Bien entendu, la question qui revient toujours sur les foires, mais comment vous pouvez dire que ce miel est bio alors que les abeilles vont n'importe où? Moi, ce que je réponds, bien entendu, les abeilles vont n'importe où. Mais si vous ne mettez pas vos ruches n'importe où, elles ne vont pas aller n'importe où. Donc ce qui fait qu'on a des emplacements vraiment où la biodiversité est préservée. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des miels quand même, préservés et donc certifiables tout simplement. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est bien le rayon de 3 km où il faut qu'il y ait plus de 50% des floraisons qui soient naturelles, soit bio, et que les ruchers ne soient pas directement à proximité de sites pollués. Mais après, c'est laissé à la libre interprétation de chaque organisme certificateur. C'est dur de trouver de la cire bio parce que les apiculteurs en bio, ils fonctionnent avec leur propre cire. Ils en ont besoin pour leurs essaims, ils en ont besoin pour le renouvellement des cadres. C'est quand même quelque chose qui est important dans la ruche, comme on ne le dit jamais assez. Changer les cadres, c'est réduire le taux de varroa, c'est l'état sanitaire de la ruche, lutter contre la loque. C'est tout ce genre de choses qui est important. C'est vrai que la cire simple, même la cire bio, a énormément augmenté durant ces années. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel au niveau de la Chine qui achète la bonne cire et qui nous expédie de la cire de mauvaise qualité, il faut le dire. Ça se fait pour le miel, ça se fait pour d'autres produits, c'est aussi le cas pour la cire. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette journée filière apiculture bio, on va plus développer les problématiques principalement liées à la gestion des varrois, donc qui est un problème majeur en apiculture biologique. Alors on parle de varroa quand il y a un déséquilibre entre la population de varroa et la population d'abeilles et les autres pathogènes. Parce que le varroa amène beaucoup de virus. En tout cas, s'ils n'en amènent pas, quand ils sont un peu présents sur les abeilles, ils facilitent leur développement aussi. On lisait dans nos bouquins qu'il y avait 3 habitants dans la ruche, le faux-bourdon, la reine et puis l'ouvrière. Maintenant, moi je dis qu'il y a 4 habitants dans la ruche, on a le varroa. C'est permanent, c'est acquis. Enfin, si vous ne l'avez pas compris, il faut comprendre que varroa, mettre une lutte avec 0 varroa dans la ruche, c'est fini. Donc il est arrivé sur notre abeille et puis il a muté un peu, depuis on l'appelle varroa destructor. C'est un ectoparasite obligé, un parasite externe avec un seul hôte. Donc les parasites affaiblissent les abeilles en buvant leur sang tout au long de leur croissance. Et ça conduit in fine à rencontrer ce genre de surprise au printemps lorsqu'on ouvre nos ruches qui étaient magnifiques à l'automne, lorsqu'on les a fermées pour leur dire... leur souhaiter un bon hiver. Au printemps, on ouvre et on voit une petite grappe d'abeilles complètement morte, séchée sur un cadre rempli de nourriture. Et bien, on a là une observation typique d'une ruche morte suite à l'infestation du varroa qui a trop affaibli les abeilles. Il faut savoir que l'abeille d'hiver doit être bien nourrie, bien grasse, bien en forme pour survivre à cette épreuve qu'est l'hiver, notamment avec des corps gras qui vont produire la chaleur. Ces caractéristiques physiologiques de l'abeille sont détruites par le varroa qui la fait maigrir, pour simplifier. Et donc on obtient en fait un déséquilibre des castes qui constituent la colonie des abeilles. À l'automne, il y a un excès d'abeilles qui sont butineuses parce qu'elles n'ont pas l'énergie d'être des bonnes éleveuses qui font de la gelée royale. Il y a donc moins de couvains aussi.
Et comme elles n'ont pas non plus le bon corps gras, elles ne sont pas capables de passer l'hiver. Et on a donc beaucoup de mortalité. Il reste une petite grappe au printemps et un excès de nourriture qui est dû à cet excès de butineuse à l'automne. Et on se rend compte du côté pernicieux de l'infestation qui est en fait comme un iceberg, on n'en voit qu'une partie immergée. La principale quantité de varroa, nous ne la voyons pas parce qu'elle vit dans le couvain, donc à l'abri du regard et à l'abri des traitements également. C'est croisé avec quoi, Jean-Luc, ça? Tu as de la bœuf là-dedans? De la bœuf, non, je pas de bœuf. Ah ouais? C'est de la carnica ou de la coca? C'est la coca, ça, c'est la coca. C'est clair, de la poudre blanche dans la ruche, non? C'est des abeilles colombiennes. Je sélectionne un peu pour qu'elles ne soient pas... Donc on a taré. En fait, il suffit de taper sur le côté pour les regrouper. Elles vont pas s'envoler, il n'y en a que quelques-unes qui s'envolent. Donc bien sûr, il faut faire toujours très attention à la reine, mais en fait, il faut... Ouais, mais vu qu'elles sont marquées, ouais, sur ce coup-là. Donc il vaut mieux mettre 40 grammes que 30. Hein, donc, Oui, c'est plus représentatif. Donc voilà, là on a 36 grammes, on est pas mal. 36 grammes, c'est bon. Ah, bah, Ouais. Il vaut mieux les peser. Oui, mais bien sûr. Mais vous verrez quand vous aurez 65 grammes, vous aurez besoin de les peser. Ben, si vous restez dans la profession, parce que c'est pas facile là. C'est difficile, ici il y a un microclimat, là, c'est assez non, il y a doux. pas Et l'aéroport. mais toujours du couvert. On va voir le temps qu'il va faire. Tu vois, Le deuxième là, le premier est déjà fait tomber. Non, là on fait tomber encore un. Le plus sûr du monde autour des ruches, elles sont désemparées. Donc là après il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qui était en zone de lavande, ils ont fait une ocette de lavande. 32. 32 sur 300. Attends, je le check. Donc il faut diviser. Mets ton machin. Et donc là, certains producteurs en fait annoncent finalement des sélections qui sont censées être résistantes au varroa parce que Tolérantes, pas résistantes. Ouais, oui, tolérantes. Elles s'épouillent beaucoup plus. Est-ce que ça se vérifie? C'est-à-dire, je pense à l'abeille noire, on a l'abeille noire de Bessan. Non, l'abeille noire de Bessan, elle est sensible au varroa. Elle est sensible. Parce qu'elle n'a jamais été en présence de varroa. L'abeille de Ouessant. En plus, il n'y a pas de varroa à Ouessant, c'est un seul c'est un l'un des sanctuaire. seuls, oui, Donc elle n'a jamais été en présence de varroa, donc elle n'a jamais dégagé de tolérance. Il me semblait qu'elle du coup elle s'épouillait un peu plus là-bas. D'accord. De 13,5. La meilleure technique, c'est on prend des sacs en plastique, comme ça, tous nos sacs, pour nos expérimentations, toutes nos ruches sont numérotées. Avant d'arriver sur l'expé, les sacs qui sont numérotés, on sort le bon sac, on met nos abeilles, comme j'ai fait là, au lieu de les mettre dans le seau, dans le pot, je les mets directement dans le sac plastique. On ferme le sac plastique, on le met dans une glacière, on arrive au bureau ou au labo, on le met dans le congélateur, quand on a un bon paquet, on met directement l'eau ici avec le détergent, on referme, on secoue les abeilles pendant 20 ou 30 secondes, et ensuite on les fait passer par un premier tamis qui va récupérer que les abeilles, et ensuite un tamis beaucoup plus fin qui récupère les varrois. Donc pour tous les apiculteurs, vous avez la nécessité de suivre vos colonies vis-à-vis de varrois. Donc pour aller plus vite, on utilise maintenant un nouvel outil pour compter, parce que c'est quand même très fastidieux. On utilise cette grille en fait, qui a été mise en place par l'ITSAP et l'INRA, donc à l'UMT Prades où je travaille. C'est une grille en fait, où on compte 4/9 de la surface du lange, et ensuite on n'a plus qu'à multiplier par 2,25 notre résultat. Donc si vous voulez compter, vous pouvez utiliser les langes, etc. Mais c'est quand même assez fastidieux. Mais par contre, ce qui va vite, c'est ce que vous a présenté Yves tout à l'heure, c'est d'utiliser en fait ces flacons-là et de faire du varroa phorétique. Attends, ce coup-là. Voilà, les varrois Le soleil se couche avec la frontale. Bon, oui, tu as fait mais... Je crois qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui utilisent ce type de fond. Hein. Moi, ça fait 20 ans que j'ai ça. C'est des fonds complètement grillagés, dans lequel il était prévu initialement donc d'introduire là une plaque métallique, c'est des plaques inox, hein, qui permettent donc de faire des comptages réguliers des chutes naturelles de varroa, et puis de faire aussi un comptage donc, lors des traitements, quoi. Donc je les ai modifiés il y a 3 ou 4 ans, avec ces tasseaux là qui permettent d'introduire un tiroir pour faire les traitements à l'acide formique par en dessous.
Donc voilà, les tiroirs qui sont glissés, bah ouais, ça a été récolté hier. Hein. Donc voilà les serviettes que j'utilise. Maintenant, une autre méthode de lutte qui est un peu la dernière trouvaille, la dernière mode, ça s'appelle l'encagement de la reine. Alors le but est d'encager la reine pour qu'elle ne puisse plus pondre, dans la logique de créer un arrêt de ponte, donc de créer une phase où le varroa ne pourra plus se reproduire dans le couvain. Donc tous les varrois seront sortis du couvain qui ne sera plus dans la ruche, et cette période au cours duquel il n'y a plus de couvain, justement correspond à une occasion de traiter le varroa avec la méthode de l'acide oxalique, qui est un des traitements autorisés en bio, l'acide oxalique, molécule naturelle, très efficace contre le varroa, à la condition d'être utilisé hors de la présence du couvain. Un des éléments de cette technique, c'est qu'il faut chercher des rennes pour les encager dans cette petite cagette, là, où la reine continue à pondre, mais où le couvain n'est pas élevé. Donc on a une reine qui reste grosse, produit des phéromones, tient la colonie, sans qu'on ait d'élevage de couvain qui entretient le varroa. La cage Calvini, c'est un des modèles qui est proposé. Il y a d'autres modèles, mais celui-ci est mieux parce qu'elle permet à la reine de continuer à pondre pendant son encagement. Donc elle peut continuer à faire fonctionner ses ovaires. Alors par contre, elle pond dans des cellules qui ne permettent pas à la larve de grandir. Donc les abeilles vont derrière nettoyer la cellule parce que l'œuf ne peut pas éclore. Et la reine peut ainsi repondre dans la cellule. Ce qui fait qu'on a moins de problèmes d'acceptation de la reine lorsqu'on la libère. Voilà la cage Scalvini. Donc il faut l'incorporer au milieu du nid à couvain, au milieu du cadre. Il faut faire une fenêtre. Elle pond dedans, là, la reine? Ouais. On s'est aperçu d'une chose qu'on n'a trouvée dans aucune biblio, dans aucun document scientifique. C'est que les varrois femelles se mettent à l'abri sous les larves dès le 3e jour des larves. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fini de faire le rond au fond de la cellule, on trouve déjà des varrois à l'abri. Donc on se dit, entre le moment où la reine pond, on la libère, et donc elle se met à pondre, et le traitement acide oxalique, on a 8 jours. Ben non, on n'en a que 4, parce que les varrois se mettent à l'abri. Donc dès que les larves sont grosses, il faut se méfier, il faut traiter avant. Donc une méthode qui pose des problèmes techniques, de faisabilité, de coût, de temps de pratique et de réussite. Mais une méthode bio, sans intrants, et intéressante, et que certains apiculteurs plébiscitent. Là, c'est ton traitement d'acide oxalique? Ouais, par dégoûtement. Est-ce qu'elles sont pesées ou pas? Non, non. Et avec 1 kilo, il a encore acheté un samedi. 27 € le kilo. Ça dépend des pharmacies. Hein? Oh, t'as fait un paquet, hein? Et là, tu ne l'avais pas fait depuis le mois d'août, là? C'est un peu marqué sur les trucs, normalement. Depuis le mois d'août, ouais. Celle d'oseille. Et là, alors, la ruche que tu as traitée là, tu vas la retraiter quand? Au printemps? Eh ben dans 5 jours, là. Ah, ben, je vais enchaîner 2 traitements. Ah, Voilà. Et peut-être que, d'après ce qu'on a dit ce matin, ça serait bien de passer en sublimox, là, en sublimation. Et on remarque qu'en fait, il y a une différence fondamentale en fait, entre les médicaments conventionnels, avec une molécule active qui est très efficace, comme la Pivar, c'est notre meilleure référence, et les médicaments qui sont agrébio, eux, ne fonctionnent pas sur la même mode de diffusion de la molécule, vu que la molécule ne fonctionnera pas par contact, mais par diffusion gazeuse dans la ruche. Et c'est là le problème qu'on a, en fait, c'est que la diffusion de la matière active en phase gazeuse dans la ruche n'est pas facilement contrôlable. Voilà, donc il y a différents traitements qui ont été mis en place par les apiculteurs. La mode des 10 dernières années, c'était l'acide formique, en remplacement du thymol, qui est maintenant un peu interdite parce qu'il y a un médicament à l'acide formique qui vient de sortir, qui s'appelle le MAQS. L'acide formique est diffusé dans un gel de sucre. Il permet d'avoir une diffusion un peu plus lente que le flash, mais plus rapide que la diffusion lente, qui étaient les méthodes de référence utilisées par les Allemands, les Canadiens ou les Suisses. Et donc on a une diffusion qui est très intéressante et elle permet d'avoir une efficacité très importante contre le varroa en quelques jours seulement. Donc ça, c'est fantastique. Et en plus, c'est un médicament qu'on peut se permettre d'utiliser en saison. Donc là, également, c'est une nouveauté. Tous les médicaments autres que je vous ai présentés avant ne peuvent s'utiliser qu'en fin de saison, après le retrait des hausses. Donc juste en bilan très rapide, la Pilar, donc efficacité importante, 93%. Pas de problème visible sur les colonies, mais il y a besoin d'un traitement hivernal complémentaire. Le MAQS, il y a une efficacité importante, mais on a constaté des problèmes sur les colonies en fin d'été. Il y a quand même besoin d'un traitement hivernal complémentaire. La LUNCAP, pour nous, pour l'instant, on a une efficacité modérée, mais qui existe. On n'a pas vu de problème sur les colonies, et il y a quand même besoin d'un traitement hivernal complémentaire. Et pour le Hopgourd 1 et Live Clean, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas d'efficacité contre varroa.
Ce qui est important de retenir par rapport à la gestion du varroa, c'est qu'il s'agit vraiment d'une lutte intégrée parce que c'est un parasite redoutable pour l'abeille mellifère et qui est vraiment inféodé au cycle de l'abeille. Donc il est impossible d'éradiquer varroa. On cherche simplement à limiter sa propagation. Éradiquer varroa, ça reviendrait à éradiquer l'abeille tout simplement. Donc en fait le travail qu'on fait, c'est d'essayer de mettre en synergie toutes ces mesures biotechniques, ces techniques de lutte alternatives, dont justement l'efficacité sera renforcée par le fait qu'on les associe. Donc c'est des méthodes qui sont appelées encore à évoluer, à apporter de nouvelles choses. Ce qui est encore prometteur, c'est peut-être le retrait de couvain. J'ai rencontré des gens qui ont aussi, par le retrait de couvain, mis en place de la production d'essaims, du renouvellement de reines. On n'a pas encore de limite sur ces méthodes-là et moi je trouve qu'elles sont prometteuses. Depuis donc 2 ans, on est un groupe d'apiculteurs professionnels adhérant à différentes structures techniques, comme l'ADAPI ici en région Provence, comme le GPGR, donc le groupement des producteurs de Géroyal, qui sont des structures mixtes, conventionnelles et bio. Et de la confrontation et de l'expérience des deux populations, on a pu développer des techniques qui finalement montrent que l'apiculture bio peut être aussi performante, quelquefois plus performante que l'apiculture conventionnelle, dans certaines conditions bien sûr, et que les traitements qu'on utilise en bio peuvent être utilisés par les apiculteurs en conventionnel parce qu'ils sont efficaces. Et à montrer qu'on peut se convertir et que l'apiculture n'est pas condamnée à être moins rentable parce que bio ou moins efficace parce que bio. On est plutôt dans une dynamique d'amener l'ensemble des professionnels à utiliser ces techniques et non pas à garder l'apiculture bio entre apifioux confidentiels.